Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. C'est Khadija Faraj, n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et c'est parti. On va voir aujourd'hui la deuxième partie du choc cardiogénique qui va porter sur les mécanismes compensateurs, d'accord? J'ai fait la première partie du choc cardiogénique où on a parlé de la définition du choc cardiogénique et les principales causes de ce choc cardiogénique. N'hésitez pas surtout à consulter la vidéo que je vais mettre le lien dans la boîte d'infos. Aussi, il y a la correction de la série verte des QCM, de physiopathologie, d'immunologie et de microbiologie du premier trimestre et du deuxième trimestre. Je vais mettre aussi le lien dans la boîte d'information de la vidéo, d'accord? Et puis, cette vidéo se portera plutôt sur la deuxième partie, d'accord? On va parler sur la deuxième partie du choc cardiogénique. On va parler principalement sur les mécanismes compensateurs du choc cardiogénique et les principales manifestations cliniques sur le plan clinique, donc les signes cliniques de ce choc cardiogénique. Alors, juste un petit rappel, donc le choc cardiogénique, voici un choc, d'accord? Donc le choc, quand on l'appelle choc cardiogénique, c'est-à-dire il a pour origine cardiaque, d'accord? Donc il y a une pathologie, voici une pathologie, qui va donner par la suite un choc. La pathologie peut être un infarctus de myocarde, une valvulopathie, etc. L'essentiel, c'est une origine cardiaque, d'accord, qui va donner par la suite ce choc. Donc, le choc n'est pas un signe, c'est une complication d'une pathologie. Il faut comprendre ça. Comme si c'est une pathologie, d'accord? Donc, une pathologie cardiaque va se compliquer par ce choc. Donc, le choc n'est pas un signe, c'est une complication d'une autre pathologie. Et par la suite, ce choc-là, qui est cardiogénique, il va donner plusieurs signes, d'accord? Il va donner plusieurs signes, d'accord? Et par la suite, d'après ces signes, on va dire que le malade présente un choc. Parce que le malade vient avec des signes, le malade va pas dire que j'ai un choc cardiogénique. Il vient consulter pour des signes, d'accord, d'urgence, et à partir de ces signes, on sait qu'il fait un choc cardiogénique, d'accord? Et c'est un état d'urgence, et à partir de ce choc cardiogénique, il faut rechercher la cause justement de ce choc cardiogénique qui est une autre pathologie cardiaque, d'accord? Ça, c'est pour juste clarifier quelque chose et éclaircir quelque chose justement. Alors, le choc cardiogénique est là, donc il y a certains mécanismes compensateurs qui vont aider à justement compenser plus ou moins l'état de choc. Donc, il y a premièrement le système nerveux autonome. Vous savez que le système nerveux autonome, il y a deux parties de ce système, le sympathique et le parasympathique, d'accord? Le sympathique, c'est le alpha et le bêta, et le parasympathique, c'est justement nicotinique et muscarinique. J'ai fait une vidéo sur le système nerveux autonome, je passe surtout à consulter la vidéo sur la chaîne, d'accord? Donc, le système Hedaya, c'est principalement le système sympathique qui va intervenir. Qu'est-ce qu'il va faire? Effet stimulation bêta sur le corps. Là, c'est pas vraiment le système parasympathique qui va intervenir, c'est le système sympathique principalement qui va augmenter la contractilité du cœur, l'automaticité du cœur, le taux, la dilatation des artères coronaires pour bien perfuser le cœur en sang et pour renforcer le cœur et renforcer l'état d'irrigation du cœur, d'accord? I, l'irritabilité, et O, les besoins en oxygène. Ça, c'est le système sympathique, et rappelez-vous que le système sympathique a une action vasoconstrictrice sur les artères, d'accord? Donc, il va augmenter en quelque sorte la tension artérielle, mais c'est de façon vraiment temporaire, d'accord? Parce que quand le choc cardiogénique devient très grave, les mécanismes compensateurs sont généralement dépassé, d'accord? Et là, c'est le deuxième cas, on tombe dans le choc cardiogénique qui est décompensé. C'est-à-dire, c'est un choc qui est dépassé, que l'organisme n'arrive pas à contrôler. D'accord? Donc ça, généralement, le système sympathique, c'est le principal système. C'est pas le principal système, mais généralement, c'est le premier système à intervenir pour compenser le choc. Ok? Très bien. Le deuxième système pour compenser notre choc cardiogénique, c'est le système rénine-angiotensine-aldostérone. C'est un système qui est vraiment important, donc on doit le connaître. Donc, quand il y a une hypovolémie, donc quand il y a une baisse de la tension artérielle,
principalement causée par le choc cardiogénique. On a dit que le choc, c'est un manque d'oxygène, est une souffrance tissulaire, d'accord? Et la souffrance tissulaire, elle est due à l'incapacité du cœur à pomper bien le sang. Quand il y a le cœur qui ne pompe pas le sang bien vers les tissus, on aura une hypovolémie, c'est-à-dire une baisse de la tension artérielle. La baisse de la tension artérielle va stimuler, plus est égal stimuler, donc va stimuler quoi? Va stimuler la sécrétion de rénine. Rénine, on va classer la rénine comme une molécule enzymatique, d'accord? Pour le moment. Donc, enzyme, qui va quoi? Qui va catalyser la réaction, donc angiotensigène, c'est une molécule qui est sécrétée par le foie, d'accord? Qui va transformer l'angiotensigène sécrété par le foie en angiotensine 1. D'accord? L'angiotensine 1, par l'enzyme de conversion, va se transformer en angiotensine 2. L'angiotensine 2, elle est comme si une hormone, d'accord? Elle va faire quoi? Elle va faire une vasoconstriction systémique, c'est-à-dire dans les artères du corps, artérielle et veineuse. D'accord? Donc, elle va faire une vasoconstriction. Généralement, le but, c'est pour augmenter la tension artérielle. Parce qu'on a une baisse de la tension artérielle. Quand on a une vasoconstriction, c'est-à-dire notre vaisseau, quand il est dilaté, la tension artérielle est basse. La tension, vous savez que c'est une pression. Donc, plus on fait une vasoconstriction, plus la tension artérielle va augmenter. D'accord? Plus la tension artérielle va augmenter. Là, j'ai dessiné de façon vraiment aléatoire. Plus le vaisseau diminue de diamètre, plus la tension artérielle va augmenter. Et c'est notre but. D'accord? C'est le but de la compensation. L'angiotensine 2 va stimuler aussi la synthèse d'une autre hormone qui est l'aldostérone. D'accord? Qui est l'aldostérone. Et l'aldostérone, le rôle principal de l'aldostérone est l'absorption de Na+. Vous savez que l'aldostérone, elle fait quoi? Il y a notre compartiment sanguin, ok? Et l'aldostérone aide généralement à réabsorber l'Na+ dans le sang, d'accord? Par le rein. Et puis, l'Na+ vient dans le compartiment sanguin. Voici le Na+. Et tout ce qui est Na+, c'est une règle. Tout ce qui est Na+, va stimuler ou va appeler à l'eau vers le compartiment sanguin. D'accord? Tout ce qui est de Na+, c'est-à-dire sel, milh, va appeler l'eau vers le compartiment sanguin. Donc, il va appeler l'eau, d'accord? Quand il va appeler l'eau, il y aura augmentation de la pression automatiquement parce qu'il y a l'eau qui est là, plus la vasoconstriction qui est due à l'angiotensine 2. Donc, on aura augmentation de la tension artérielle et c'est notre but par la compensation. D'accord? Mais généralement, ces mécanismes sont dépassés. Hein, c'est bref. Les conséquences du choc cardiogénique, d'accord? Le choc cardiogénique va activer le métabolisme anaérobie tissulaire. La définition du choc cardiogénique, c'est la souffrance tissulaire due à si vous voulez, la défaillance du cœur qui n'arrive pas à bien pomper le sang n'arrive plus au tissu, ou il arrive au tissu de quantité diminuée, donc le tissu ne reçoit plus de nutriments et d'oxygène en quantité suffisante, donc le tissu va développer une autre méthode pour dégrader le glucose et pour fournir de l'énergie. D'accord? Parce que quand la cellule reçoit de l'oxygène, elle préfère dégrader le glucose par la voie oxygénée, par l'oxygène. Parce que quand il y a l'oxygène, donc le glucose est dégradé, il y a un nombre qui est vraiment augmenté d'ATP qui sont formés. Par contre, quand il n'y a pas d'oxygène, la cellule est obligée de dégrader le glucose de façon incomplète, d'accord? C'est la dégradation qui est généralement incomplète en absence d'oxygène et elle donne généralement un taux d'ATP qui est bas. Mais la cellule est obligée, d'accord?
C'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est l'élévation des médiateurs de l'inflammation. C'est logique parce qu'il y a une souffrance tissulaire et un risque de nécrose. Tout ce qui est souffrance tissulaire, c'est les médiateurs de l'inflammation qui vont intervenir. Dysfonctionnement cardio-respiratoire, c'est logique. Un dysfonctionnement rénal, vous savez que les cellules rénales, ce sont des cellules qui vont souffrir par la suite par la diminution de ce métabolisme et par la souffrance tissulaire du tissu rénal, d'accord? Et donc, un dysfonctionnement rénal. Mais généralement, le dysfonctionnement concerne généralement tous les organes. Là, les organes les plus importants sont cités. Les manifestations cliniques. Les manifestations cliniques, ce sont les signes cliniques du choc cardiogénique. Vous savez, quand il y a une pathologie, ok? C'est notre choc cardiogénique. Généralement, elle se manifeste par des signes. Et bien, les signes de ce choc cardiogénique, il y a des signes qui sont cardiovasculaires. On a une hypotension artérielle, parce que vous savez, une hypoperfusion, etc. Et les mécanismes compensateurs vont être dépassés. Donc, on a une hypotension artérielle. Une tachycardie. Tachycardie, pourquoi? Parce que le système sympathique qui accélère la fréquence cardiaque et qui aide à la compensation. Donc, on aura une tachycardie avec un pouls qui est petit, qui est filant. Et l'auscultation cardiaque, elle va retrouver quoi? Elle va retrouver des bruits qui sont lointains. C'est-à-dire une baisse de la contractibilité. Parce que la cause de ce choc cardiogénique, c'est une cause cardiaque. C'est pas une cause extracardiaque, d'accord? C'est une cause obligatoirement cardiaque. C'est pour ça on appelle ce choc un choc cardiogénique. D'accord? Le deuxième signe, c'est l'élévation des pressions de remplissage. De façon très simple. Elle va se manifester par quoi? Par la turgescence des jugulaires et le reflux hépatogégulaire. D'accord. Alors. Ça, c'est notre cœur. Il est formé des deux ventricules droit et gauche. L'oreillette droit et gauche. D'accord? Ça, c'est le droit. Ça, c'est le gauche. Ça, c'est le droit. Ça, c'est le gauche, de façon vraiment schématique. Hein. Alors, très bien. Alors là, en communication avec le ventricule droit, on a ce qu'on appelle l'artère pulmonaire. D'accord? L'artère pulmonaire va oxygéner le sang vers les poumons. D'accord? Et puis le sang va revenir par les petites veines pulmonaires, de part et d'autre, par les petites veines pulmonaires vers le ventricule gauche. D'accord? Et puis, du ventricule gauche, le sang va vers de l'oreillette gauche, vers le ventricule gauche. Et puis, on a notre aorte qui va pomper le sang vers le reste de notre corps. Et bien sûr, j'ai oublié là que le ventricule droit ramène le sang vineux, reçoit plutôt le sang vineux de la veine cave inférieure. Ça, c'est la veine cave inférieure. Et de notre veine cave qui est supérieure. Veine cave supérieure. Ok? La veine cave inférieure, généralement, reçoit le sang vineux, collecte le sang vineux généralement dans les organes sous-diaphragmatiques. Et la veine cave supérieure qui draine le sang vineux des organes qui sont sus-diaphragmatiques, c'est-à-dire en position supérieure par rapport au diaphragme. Peu importe. Alors là, c'est notre fonctionnement cardiaque qui est normal. Super. D'accord. En cas de défaillance, c'est-à-dire notre cœur n'arrive pas à pomper le sang bien dans les artères ou là dans les veines, donc ce qui va se passer, c'est que notre ventricule droit, c'est le ventricule droit qui nous intéresse dans ce cas. Oubliez l'oreiller droit et oubliez le ventricule gauche. Le ventricule droit n'arrive plus à pomper le sang bien dans notre artère pulmonaire qui est là. D'accord? Notre artère pulmonaire qui est là. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque cycle, il y a une quantité de sang qui va rester dans le ventricule. Parce que le ventricule n'arrive plus à pomper tout le sang qui arrive de l'oreille droite vers l'artère pulmonaire. Ce qui va se passer, c'est cycle après cycle, le ventricule droit va se remplir du sang. Cycle après cycle, il va dépasser le ventricule, il va passer vers la loge qui est supérieure, c'est l'oreillette droite. D'accord? Cycle après cycle, il va remplir les deux veines caves supérieures et inférieures. Là,
C'est la veine cave supérieure qui est remplie du sang et c'est la veine cave inférieure qui est remplie du sang. On ne va pas oublier que la veine cave supérieure draine aussi le sang vineux qui arrive par les jugulaires. D'accord? Les jugulaires qui drainent le sang du cou. Le sang vineux du cou. Donc, la veine cave supérieure, elle est là. Elle est en contact avec les veines jugulaires. D'accord? Et les veines jugulaires vont se dilater du sang. Vont se dilater parce qu'ils sont remplis de sang. Et on aura la dilatation des jugulaires. Ou laisse-moi la turgescence des jugulaires. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est quoi? C'est le reflux hépato-jugulaire. C'est quoi? Donc, on ne va pas oublier que la veine cave inférieure est en rapport avec le foie. La veine cave inférieure est en rapport avec le foie. D'accord? Parce qu'il y a la veine porte qui va récolter tout le sang vineux qui arrive du tube digestif. Il y a le foie. Le foie va en quelque sorte... il va absorber tous les nutriments, il va stocker quelques nutriments et puis il va envoyer le sang qui est vineux vers la veine cave inférieure. Et puis quand on a généralement la dilatation de la veine cave inférieure, généralement on a la dilatation et généralement une hépatomégalie, d'accord, parce que le foie est surchargé en sang. On appelle ce phénomène la congestion. La congestion, c'est l'augmentation de la quantité de sang qui est contenue dans un organe, d'accord? La congestion du foie, c'est le reflux c'est pas le reflux, qu'est-ce que je suis en train de... le reflux hépatogégulaire, d'accord? Le reflux hépatogégulaire, c'est quoi? Quand on fait une légère pression sur le foie, d'accord? Il y a le sang qui va être pompé du foie vers le ventre, vers la veine cave inférieure et de la veine cave inférieure vers la veine cave supérieure. Ce qui va passer, c'est que la veine cave supérieure, elle est en rapport avec les jugulaires. Donc, on a une dilatation des jugulaires à chaque fois quand on applique une pression sur le foie. C'est le reflux hépatogégulaire. D'accord? Très bien. Ce sont des deux signes qu'on arrive à comprendre maintenant. L'hypoperfusion périphérique cutanée, c'est normal. L'hypoperfusion cutanée, on a une peau qui est froide, une pâleur avec marbrure et cyanose périphérique. C'est logique. Cyanose, c'est une coloration qui est bleutée des tissus. L'hypoperfusion cérébrale, le tissu cérébral va souffrir par une hypoperfusion. Elle va se manifester par une agitation et une confusion. L'agitation, et la confusion sont des signes neurologiques, généralement par une atteinte qui est neurologique, donc l'atteinte du cerveau. L'hypoperfusion rénale, elle va se manifester par une oligurie, voire une anurie. Pourquoi? Parce que le sang qui arrive au rein, voici notre rein, le sang qui arrive au rein est diminué. D'accord? Donc, automatiquement, le liquide qui se trouve au niveau du rein est diminué. Automatiquement, la quantité des urines est diminuée parce que la filtration rénale, elle est diminuée. Généralement, elle va se manifester dans un premier temps par une oligurie, c'est-à-dire une diminution de la quantité de la diurèse émise par 24 heures, puis par une anurie, c'est-à-dire quoi? L'arrêt de l'émission des urines. L'hypoperfusion digestive, elle va se manifester par une distension abdominale. Tout ce qui est hypoperfusion digestive se manifeste généralement par une distension qui est abdominale. La surcharge hydrosodée va se manifester par des œdèmes qui sont déclives. Peu importe, la surcharge hydrosodée, c'est généralement par le mécanisme de l'intervention de l'aldostérone. L'aldostérone qui retient une quantité importante de Na+, par un but de compensation, mais il fait des œdèmes qui sont déclives. D'accord? Des œdèmes qui sont déclives, les œdèmes sont généralement du lot qui se trouve au niveau des membres inférieurs. D'accord? Très bien. Surcharge pulmonaire, c'est quoi? Œdème aigu du poumon. علاش une surcharge pulmonaire? هنا on va dessiner juste l'oreillette droite, l'oreillette gauche et désolé, c'est plutôt l'oreillette droite et le ventricule gauche et le ventricule droit. Je suis en train de dire. Alors, voici là l'artère pulmonaire.
D'accord? Et puis, quand il y a généralement une insuffisance cardiaque, le sang, cycle après cycle, va remplir le ventricule droit, va remplir l'oreillette droite et les deux veines caves supérieures et inférieures. Il y a un autre côté, c'est que l'artère aussi va se dilater du sang. D'accord? Quand il n'y a plus d'espace, l'artère va se dilater du sang. D'accord? Parce que le ventricule droit n'arrive plus à drainer tout le sang qui se trouve au niveau du ventricule. D'accord? Donc, quand il y a une surcharge par le sang, il n'y a pas le sang au niveau de l'artère pulmonaire. Donc, l'artère pulmonaire hadiya, elle est en rapport avec le système pulmonaire, l'appareil pulmonaire, d'accord? L'appareil respiratoire. Donc, on aura une surcharge de l'appareil respiratoire au œdème. D'accord? Parce qu'il y aura par la suite l'artère l'artère pulmonaire qui sera dilatée. Après, le plasma va du compartiment vasculaire, du compartiment interstitiel du poumon, il va créer des œdèmes. Les œdèmes aigus du poumon, l'œdème aigu du poumon va se manifester par une dyspnée, tout à fait normale, parce que les alvéoles sont inondées par le plasma. Une polypnée, des râles qui sont crépitantes parce qu'il y a le liquide qui se trouve au niveau du poumon, des expectorations qui sont rosées, mousse, d'accord? Très bien. Alors. Les examens complémentaires vont trouver quoi? Donc, l'exploration hémodynamique, une baisse de la tension artérielle systolique, c'est logique. Baisse de débit cardiaque, c'est logique. L'index cardiaque qui devient inférieur à 1,8. L'index cardiaque est égal Q sur S. Q, c'est le débit cardiaque. Et S, c'est la surface corporelle. D'accord? Donc, le débit cardiaque, c'est la quantité du sang. D'accord? La quantité du sang pompée par les deux ventricules droite et gauche par minute. D'accord? Et S, c'est la surface corporelle. Généralement, la valeur qui est normale, c'est entre 2,6 et 4,2. Elle est écrite là, entre 2,6 et 4,2. Or qu'on aura une baisse de débit cardiaque. Généralement, on aura donc la surface corporelle, elle n'est pas modifiée. Ça, vous savez. La surface corporelle, elle n'est pas modifiée. Donc, généralement, elle n'est pas modifiée. Donc, on aura ce Q là qui va diminuer. Parce qu'on aura le débit cardiaque qui va diminuer, ok? Et on aura une diminution de l'index cardiaque qui est en inférieur à 1,8 litres par minute par mètre cube. D'accord? Augmentation de la pression veineuse centrale dans les veines, on a dit ça. L'augmentation de la pression artérielle pulmonaire occluse, on a dit ça. Le système pulmonaire qui sera affecté par la pathologie. Augmentation des résistances artérielles systémiques. Les résistances artérielles, c'est quand on aura une vasoconstriction. Une vasoconstriction qui est causée par les systèmes de compensation. Le système angiotensine 2, le système sympathique. Donc, on aura une augmentation des résistances artérielles systémiques. Généralement, dans le choc cardiogénique, les résistances artérielles systémiques sont augmentées. D'accord? Retenez ça, sont augmentées. Alors, les signes biologiques, on aura une acidose métabolique. L'acidose métabolique, c'est tout un cours, d'accord? Mais ce que vous devez retenir, que le pH, la quantité du pH, est mesurée par la concentration des bicarbs, c'est-à-dire les bicarbonates, sur la PaCO2, fois une constante, peu importe, la PaCO2. Donc, l'acidose, c'est quoi? C'est le pH qui devient inférieur généralement à 7. C'est une acidose. Tout ce qui est acide, c'est un pH qui est inférieur. C'est un pH qui est diminué. C'est un pH qui est faible. Métabolique, la diminution de ce pH est causée par la diminution de bicarb.
Si c'était une acidose qui est respiratoire, c'est la diminution du pH qui est causée par l'augmentation de PaCO2. D'accord? Donc, on aura une augmentation de cette valeur diminue. Mais quand on a une diminution de cette valeur qui est les bicarb, on aura automatiquement diminution du pH. Le PaCO2, dans ce cas, n'intervient pas. Donc, l'acidose métabolique, c'est quoi? C'est la diminution du pH qui est causée par la diminution du bicarb. Pourquoi on aura une diminution du bicarb au premier lieu? Parce que le tissu a activé la synthèse de l'énergie par la voie anaérobie. Tout ce qui est voie anaérobie va produire beaucoup d'H+. Beaucoup d'H+. Et du coup, l'H+, vous savez que le bicarbonate est un tampon. Quand il trouve un H+, donc il va former un complexe pour tamponner cette augmentation d'H+. Donc le bicarb, quand il trouve un H+, il tamponne, il se lie avec l'H+. Donc on aura diminution du bicarb et par conséquent diminution du pH. D'accord? Donc on aura au premier lieu une augmentation de la synthèse d'H+. L'H+ va diminuer la concentration des bicarbonates, des bicarbs. La diminution du bicarb va causer un pH qui est diminué. C'est l'acidose métabolique. D'accord? Super. Je vais essayer de faire un cours sur l'acidose métabolique et respiratoire dans les prochaines vidéos, mais voilà. L'élévation de taux artériel de lactate, parce qu'il y a le mécanisme qui est anaérobie. D'accord? Le mécanisme anaérobie, il va former des lactates. Les lactates, ce sont les acides qu'on a là. Là. La synthèse d'H+, ce sont les lactates. Les lactates, vous savez que l'acide lactique, déjà acide lactique, c'est un acide, d'accord, qui va consommer notre bicarbonate. L'augmentation des enzymes cardiaques, c'est généralement en cas d'infarctus. Quand on a une lyse du tissu cardiaque, on aura augmentation de ces enzymes. Augmentation de BNB, peu importe, Brain Natriuretic Factor ou la peptide. Donc, en cas de dilatation des ventricules, en cas de surcharge des ventricules par le sang, d'accord? Donc, on aura augmentation de BNP. La surcharge des ventricules par le sang, vous savez la cause, parce qu'il y a une insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque va causer une surcharge des ventricules en sang. Radiographie du thorax, les signes d'œdème pulmonaire, on a dit ça. Le CG, des signes d'infarctus de myocarde. L'écho d'infarctus de myocarde, des troubles de rythme et de conduction. L'échoradiographie va objectiver des signes d'infarctus de myocarde, soit des lésions qui sont valvulaires, donc dans les valves, soit mitrales, soit aortiques, soit généralement la valve mitrale. Et tampon. Alors, étiologie, donc les étiologies, on a appelé ce choc un choc cardiogénique. Donc les étiologies sont forcément quoi? Cardiaques. Donc on aura soit une origine myocardique, ne confondez pas entre myocardique et cardiaque. Donc cardiaque c'est tout, c'est le cœur, c'est l'organe. Myocardique c'est le muscle seulement. Le muscle, le tissu, c'est le muscle, d'accord? Non myocardique, les valvulopathies, ce sont les valves. Non myocardique, c'est pas une origine non cardiaque. On n'a pas dit non cardiaque, c'est non myocardique, c'est-à-dire la pathologie ne se trouve pas au niveau du muscle, mais plutôt au niveau des valves. D'accord? Mais l'origine est strictement cardiaque. C'est pour ça qu'on l'a appelé un choc cardiogénique. Donc l'origine myocardique, soit on a un infarctus de myocarde, une contusion, une myocardie, contusion myocardique, une intoxication, une cardiomyopathie non obstructive, des myocardites, etc. Origine non myocardique, c'est généralement les valvulopathies. Une insuffisance mitrale, IR, insuffisance aortique, IO, insuffisance aortique, rétrécissement aortique, dissection aortique, etc. L'embolie pulmonaire, la thrombose, etc. L'embolie pulmonaire, quand il y a une bloc au niveau de l'artère pulmonaire, d'accord, qui va
jouer un rôle de résistance et qui va causer notre insuffisance cardiaque. Et notre insuffisance cardiaque, elle va causer quoi? Notre choc. Et notre choc va causer quoi? Des signes. J'espère que c'est clair l'algorithme. D'accord? Essayez pour tous les cours de faire un algorithme qui m'aide comme un algorithme pour vraiment comprendre ce choc. D'accord? Sans algorithme, vous ne pouvez jamais maîtriser un cours. D'accord? Notre algorithme, c'est une pathologie qui va causer notre choc et le choc va se traduire par des signes. C'est notre algorithme. D'accord? Des troubles de rythme, de conduction, hypothyroïdie. Hypothyroïdie, il va causer la diminution du débit cardiaque. Hypothermie, ce sont des mécanismes qui sont rares. La conclusion, la connaissance des mécanismes physiopathologiques qui régissent le choc cardiogénique est primordiale. Quand on comprend les mécanismes, on comprend le choc. Ceci permettra de bien guider la thérapeutique, car c'est d'elle que dépend le pronostic, qui peut être, dans le cas contraire, très sombre. La mortalité de l'état de choc cardiogénique, retenez cette valeur, est de 70 à 90% des cas la mortalité. D'accord? Et c'est fini notre cours aujourd'hui. N'hésitez pas surtout à abonner à la chaîne, mettre un petit like et à la prochaine.